Bonjour chez les auditeurs de la 106.8 FM Radio Audace et bienvenue à ce tout autre numéro de Makan. Ici, un acteur du football camerounais nous parle à cœur ouvert. Il nous dit tout sur ses expériences, des souvenirs, des anecdotes, de son passage au sein de la tanière des Lions et bien sûr son pronostic sur la CAN à venir. Monsieur Alphonse Tchami, surnommé Negro, bonsoir et bienvenue sur la 106.8 FM Radio Audace. Ah oui, bonsoir et puis merci de m'inviter à Radio Audace et dans votre somptueux studio. Et c'est tout un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Merci. Pourquoi ce surnom de Negro? Oui, El Negro, parce que j'étais en Argentine, j'ai joué à Boca Juniors quand j'étais encore footballeur professionnel en activité. Et c'est vrai, Negro, ça veut dire noir. Non. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en Argentine, que tout le monde se faisait appeler par son défaut, c'est-à-dire que si tu es blanc, on t'appelait Blanco, si tu es gros, on t'appelait El Gordo, si tu es mince, on t'appelait Flaco. Donc ils ont cette culture là-bas et puis bon, ça me dérangeait pas, plus que ça, et puis j'ai accepté ce nom El Negro jusqu'aujourd'hui. Le long de votre carrière? Bah oui, et jusqu'aujourd'hui, tous les Argentins m'appellent toujours El Negro. Beaucoup plus connu sous le nom d'El Negro en Argentine que mon propre nom. Et vous allez me permettre de vous appeler El Negro aussi? Oh, ça me dérange pas. Okay. Alors, vous avez participé avec les couleurs du Cameroun à beaucoup de compétitions, mais quand est-ce que vous avez officiellement intégré la team des Lions? Si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 87-88 que j'ai intégré l'équipe nationale du Cameroun. J'étais le premier joueur qui avait sélectionné le russe Valéry Nepomniachtchi. Donc à cette époque-là, je me rappelle, il était venu à Douala superviser un match de championnat camerounais. J'étais à l'Unisport de Bafang à cette époque. Et il y avait un match qui s'est joué au stade de la Réunification, c'était à Nortune, Dynamo Unisport de Bafang. Et curieusement, à ma surprise, après le match, le lendemain, on est retourné à Bafang. Et puis le jour suivant, au journal de 13h, j'avais été convoqué dans la sélection nationale. Oui, donc pour moi, c'était vraiment une très grande surprise et puis une très grande joie aujourd'hui. Une très grande joie. Donc, c'est depuis cette période-là que je suis resté à l'équipe nationale jusqu'à arrêter avec l'équipe nationale. Mais avant cette démarcation-là, est-ce que Alphonse projetait, est-ce qu'il était certain d'une éventuelle participation à une compétition avec les couleurs du Cameroun? Oui, c'était toujours un rêve. Je crois que pour tout footballeur, le rêve était toujours d'accéder à l'équipe nationale du Cameroun et bien sûr de faire des grandes compétitions. Mais pour être honnête, quand je jouais dans l'Unisport de Bafang, le but principal n'était pas d'être professionnel ou bien d'aller à l'équipe nationale du Cameroun. On jouait pour s'amuser, on jouait parce qu'on était au lycée, parce qu'on était au collège Saint-Paul. Pour nous, c'était vraiment une partie de plaisir. Donc, cette partie de plaisir qui a tourné vraiment un vrai bonus qui aujourd'hui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oui, ça vous a permis de vous propulser dans votre carrière. Oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, je tire toujours mon chapeau à ce ballon rond qui m'a tout donné. Une fois sélectionné, comment s'est passée votre intégration au sein de la tanière avec les autres coéquipiers? Oui, bon, il fallait trouver le moyen de s'adapter. C'est vrai qu'à cette période-là, à cette présélection-là, on était nombreux. Il y avait beaucoup qui, déjà dans mon club, on était 4, je pense. Il y avait Mimboué Tobi aussi, avec Nemacha, il y avait Basile. Ça veut dire que je n'étais pas dépaysé pour le moment. Mais le but était d'être là-bas, de tout faire pour séduire, pour montrer ce qu'on était capable de faire. Et puis, de se faire remarquer. Et puis, à la fin du stage et tout ça, pour le prochain stage, j'avais été retenu. Je pense que j'avais été le seul parmi les 4 joueurs de l'Unisport convoqués à être retenu. Et à partir de là, on a commencé une vie de groupe. J'ai commencé à côtoyer nos aînés qui étaient en sélection, beaucoup plus des joueurs avec lesquels je m'entendais, ceux qui venaient comme professionnels et tout. Bon, on se mettait à leur disposition, on les aidait à nettoyer les chaussures, on les aidait à des petites tâches. Et donc, à se faire aimer par ces aînés-là, qui eux aussi nous adoptaient et nous supportaient. Et le cadre était plutôt convivial? Je pense que j'ai eu des très très bons rapports avec quelqu'un qui m'a cru vraiment père son âme, Bassim Benjamin, qui m'avait toujours soutenu parce que il y avait beaucoup de
À l'époque, c'était quelqu'un déjà d'influent dans le groupe parce que par son gabarit et du fait qu'il m'avait adopté. J'ai eu des gens comme Féfé, qui m'ont beaucoup, Fédé Louis Paul, qui m'ont beaucoup aidé, enfin, qui m'ont aimé, naturellement, et puis qui me prenaient comme le petit frère. Même quand j'étais professionnel, ils arrivaient, ils me gardaient beaucoup des shorts, des maillots, des godasses et tout. Donc, j'avais toutes les nouvelles paires de godasses qui sortaient parce qu'ils venaient de l'Europe et m'offraient, ou bien quand ils me vendaient à moitié prix. Donc, c'est autant de beaux souvenirs que j'ai eu avec ces grands frères. L'intégration était plutôt c'est vrai que c'était pas difficile. J'avais la chance aussi d'avoir un entraîneur, Niponyashi, qui croyait en moi. Oui. Et qui me disait je pense que tu auras un très bel avenir devant toi, continue à travailler, même si je t'amène pas pour cette compétition, je sais que tu es là. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à son départ du Cameroun, il m'avait toujours amené partout. Même quand il avait des grandes compétitions où il ne m'amenait pas, il prenait le temps de me dire quand même que voilà, écoute, c'est pour telle ou telle raison, mais je pense que continue à travailler. Vraiment, les prochaines compétitions, je pense que tu vas participer parce que tu as le talent, tu as la possibilité de faire une très bonne carrière. Vous étiez très bien encadré en tout cas. 57 sélections approximativement, je crois que c'est le chiffre, avec le Cameroun. Quelle est la CAN? Vous avez participé à 2 CAN, si je ne me trompe pas. J'ai fait 96 en Afrique du Sud et 98 au Burkina Faso. Oui, bon, mais avant, comme je dis, depuis 98, je pense que j'ai fait toutes les campagnes jusqu'aux phases finales. Oui. Où j'avais été laissé sur le côté. Mais néanmoins, j'étais toujours... je ne prenais pas ça pour un problème majeur, parce que je faisais tout pour me dire, OK, j'aurais eu l'opportunité, comme l'entraîneur avait l'habitude de me dire, voilà, ça va aller, reste tranquille, tu es jeune, tu auras l'occasion de participer, de faire le tout. Donc, je pense que pour moi, ce n'était pas un problème, mais j'ai pleinement profité des opportunités que j'ai eues et des compétitions que j'ai pu participer. Ouais. Quelle est la CAN qui vous a le plus marqué? Ou dirais-je, je vais pousser un peu plus loin, le match, votre meilleur match en sélection camerounaise? Oh, meilleur match, je ne sais pas comment dire meilleur match. Je sais que vous donnez le meilleur de vous à tous les matchs. Oui, donc je faisais l'effort d'apporter tout ce que j'avais à faire. Donc je pense que j'ai toujours été présent pour des compétitions où j'avais été, ou des matchs où j'avais été sollicité. J'ai toujours tout fait pour essayer d'apporter le meilleur de ce que je pouvais donner, de marquer des buts. Je pense que les périodes 96-98, je pense que c'est grâce à tous les buts que j'avais marqués que le Cameroun a pu participer à cette Coupe d'Afrique des Nations ou à la Coupe du Monde de 98. Je pense que j'étais le meilleur buteur de toutes ces compétitions il le dit très humblement en plus. Oui, effectivement. Donc, c'est passé. Moi, mais en 96, je pense que l'Afrique du Sud était une déception parce qu'on avait fait un très mauvais championnat. Et très mauvais championnat parce que au départ déjà du Cameroun, on avait eu beaucoup de problèmes. Problèmes de logistique, problèmes de finances, problèmes administratifs, ce qui fait qu'on est parti, je me rappelle, on était parti avec l'avion camerounais, le 747 à l'époque, le Cameroun avait encore cet avion-là, et on est parti la veille du match, c'est-à-dire que le Cameroun devait jouer le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud. Et nous sommes partis la veille du match pour jouer le lendemain à 15h. Wow. Et simplement parce que pendant toutes ces périodes à Yaoundé, on est resté, on ne faisait pas d'entraînement, on ne s'entraînait pas. Et on attendait, on réclamait de l'argent, les primes de participation, les primes de match, rien n'était fait. Jusqu'à la dernière minute où je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver de l'argent. Et on a transporté cet argent, c'est dans l'avion qu'on nous distribuait les primes, qu'on recevait tout ce qu'on devait recevoir. Et le lendemain, on avait un match important, un match d'ouverture de Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est en 96. Donc, on a fait un très, très mauvais championnat. On a perdu, je pense, 3 ou 4-1 contre l'Afrique du Sud. Et après, on a joué, si je pense bien, après, on a joué l'Angola ou l'Algérie. L'Angola ou l'Égypte. Ouais, l'Égypte. Je pense qu'on avait gagné l'Égypte où on a fait match nul parce que là, on a gagné. L'Égypte, oui, c'est pas on a gagné l'Égypte où j'avais marqué un but et puis fait un penalty qui avait été transformé par Omambi, je crois.
Et contre l'Angola, je pense qu'on avait fait match nul ou une défaite où il fallait à tout prix gagner pour continuer la compétition. Donc on avait été éliminé à la phase de poule, comme ça, donc, au premier tour. Donc on est rentré. Mais en 98, c'était franchement, c'était une Coupe d'Afrique, c'était au Burkina Faso. Donc le Cameroun aussi, on devait faire le match d'ouverture contre le Burkina Faso. Donc, on avait gagné ce jour-là, ce match d'ouverture-là, 1-0. Un but que j'avais marqué, le seul but du match d'ailleurs, sur une passe de Salomon Lembe. Et cette fois, on n'avait plus de problèmes administratifs. Oh, je pense qu'on avait eu... Ça avait été mieux géré. Mieux géré, non. À cette période-là, c'était... Et en plus, on était qualifié pour la Coupe du Monde en France en 98. Oui. Ouais, et à cette période-là, en 98, je pense bien, j'étais en Allemagne. J'étais déjà parti de Boca Juniors pour le Hertha Berlin. Et on faisait un très très bon championnat en Allemagne. Je pense qu'on était en tête du championnat en Allemagne. Mais curieusement, j'arrive au Cameroun en sélection pour la Coupe d'Afrique en 98 au Burkina Faso. On avait toujours les mêmes problèmes d'organisation, problèmes d'argent et tout ça. Et à cette période, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense, ma foi, aujourd'hui, avec du recul et puis de ma position que j'ai eue bien après comme dirigeant de l'équipe nationale du Cameroun, j'ai compris beaucoup de choses et puis ça m'a permis aussi de revoir beaucoup de choses et comprendre effectivement la mentalité de certains joueurs, comment gérer une équipe. Et parce qu'au Burkina Faso, on a eu beaucoup de problèmes. Des problèmes d'ego entre les joueurs, des problèmes de capitanat. Et puis, je pense, parce que beaucoup ne se savent pas, et le véritable problème de capitanat se posait au Burkina Faso en 98. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux dire qu'on s'est laissé éliminer en 98 au Burkina Faso. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes entre les joueurs. Oui. Donc à un certain moment, nous nous sommes dit, chacun s'est dit, ok, on baisse les bras, ça ne m'intéresse plus. À la fin de la journée, chacun je suis convaincu qu'on avait été éliminé en 98. Et pourtant, on faisait un très bon championnat. On faisait une très belle compétition. Oui, on avait une très belle équipe et tout. Donc, avec tous ces problèmes, nous nous sommes dit, ok, ça va, on a baissé les bras. Donc, on n'avait plus cette hargne-là, tout simplement parce que on avait Jacques Songo qui a joué le premier match et qui gagne le match subitement au second match. On fait jouer Ongandi qui était le deuxième gardien, je pense à l'époque, il n'était pas professionnel, il jouait au Cameroun. Jacques qui était dans tous ses états, énervé et tout maintenant, il s'est posé un véritable problème des brassards. Et c'est à cette Coupe d'Afrique des Nations que Rigobert Song a hérité du brassard et qui avait été contesté par tous ceux qui étaient là. Parce que la réalité, c'était que Jacques Songo, étant le plus ancien, ça c'était le règlement, étant le plus ancien, était capitaine. Bon, il est mis sur le banc de touche, il n'est pas titulaire. Étant sur le banc de touche, le plus ancien après Jacques Songo, c'était moi, qui devait être capitaine. Mais on a dû vous sauter. Oui, non, ils ont dit après qu'ils ont oublié, ils se sont pas lui rappeler que ça s'est passé comme ça et tout ça. Après moi, si je n'étais pas capitaine, le prochain qui devait être sur le terrain, qui devait mettre le brassard, c'était le feu Marc Vivien Foué. Okay. On ne lui a pas donné le brassard. Après Foué, devait venir Rigaud, Patrick Boma à l'époque était dans l'équipe et tout ça, machin. Donc c'est tous ces problèmes réunis qui faisaient qu'on a commencé à faire des petites réunions. Pourquoi si, pourquoi Rigaud. Les clans ont commencé à se former. Oui, machin. Je pense que les dirigeants nous ont appelés, moi, pour me dire que voilà, écoute, on a l'impression que nous, on pense que tu es. Beaucoup on ne se sont pas rendu compte, effectivement, que le brassard devait te revenir. Et bon, nous avons décidé de passer le brassard à Rigobert.
Bon, on ne va pas lui demander de reprendre le Barça parce que toi, on pense que tu peux mieux gérer que Rigo, tu peux machin, c'est parti. Donc, je pense qu'on a commencé, vraiment, le bordel a commencé là. Et tout, vous avez perdu l'objectif de vue. Oui, Jacques qui était déjà mécontent parce que, il n'est pas capitaine. 2, il ne trouve pas pourquoi, pour quelle raison. Il gagne le premier match contre le Burkina Faso et le deuxième match, il est mis sur le côté pour aucune raison. Simplement parce qu'il a des problèmes avec tel ou tel dans l'équipe, ou tel ou tel. Donc je pense que c'était un bordel pas possible. Le feu Marc-Vivien Fouet qui revient aussi, qui dit non, ça ne peut pas être normal, Rigo ne peut pas être capitaine quand je suis là, et tout, machin. Donc il y avait un bordel pas possible. Et c'est vrai qu'il n'y avait plus de motivation, des entraîneurs qui faisaient n'importe quoi. Je pense à l'époque, on avait un collège d'entraîneurs, on avait Manga Ongene, on avait Jean-Paul Akono, on avait Sadi Jean-Pierre, on avait tout ça. Et vous comprenez que tous ces entraîneurs réunis, chacun avait ses joueurs préférés, tel ou tel pour telle raison. Donc, c'était tous ces problèmes-là qui réunissent. Tout ça a fragilisé. Oui, ça a fragilisé vraiment l'équipe. Oui, et puis on avait décidé franchement de rentrer. Je pense qu'on était plus motivés pour continuer l'aventure. Néanmoins, je pense que vous avez quand même passé de bons moments dans cette tanière. Si on vous demandait de nous raconter quelques-uns. Oui, je pense que pendant les phases de compétition où on prépare des matchs, je pense qu'on a on a eu des très très belles aventures avec l'équipe nationale du Cameroun, être ensemble, crier. On a eu des très bons et des très mauvais moments aussi. Oui. Donc il faut le dire. Donc c'est avec le recul que je me rends compte qu'effectivement, on n'a pas cette culture, je veux dire, le gouvernement camerounais, l'État camerounais aime l'équipe nationale du Cameroun, c'est-à-dire qu'ils font tout, ils mettent tout à disposition de l'équipe nationale. Mais c'est ces personnes qui dirigent, qui sont appelées à être auprès de l'équipe nationale du Cameroun, à tout faire pour donner vraiment des meilleures conditions aux joueurs de cette équipe nationale qui ne le font pas. Les rassembler. Oui, vraiment, je pense que c'est eux qui ne font vraiment pas pour que le football aujourd'hui, pour que ces footballeurs soient dans les meilleures conditions. Donc je pense que c'est toujours été un plaisir de se retrouver à l'équipe nationale pour des compétitions. Mais c'est toujours ces problèmes qui reviennent. Et ces problèmes toujours administratifs qui viennent toujours déstabiliser les ambitions sportives des joueurs qui y sont, quoi. Des figures qui vous auraient marqué, vous avez cité quelques autres avec lesquels vous avez partagé ces compétitions. Certains avec qui vous avez gardé peut-être de bons rapports, vous avez plus d'affinités que d'autres? Oh, d'affinités que d'autres, non. Je pense que ces relations, c'était des relations professionnelles. Bon, après, chacun a sa vie. On vit cette vie ensemble. Mais ce qui est regrettable ici aujourd'hui au Cameroun, c'est que je me rends compte que cette association des footballeurs camerounais ne sont pas ensemble. Je dis que c'est quand je vois dans d'autres pays où les footballeurs se mettent ensemble, font des choses ensemble et tout ça. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas parce que nous avons eu des aînés qui nous ont fait rêver, sur lesquels on comptait énormément, on croyait énormément. Et aujourd'hui, on se rend compte que ceux-là n'ont rien fait pour le football camerounais. Ils n'ont rien fait pour aider ceux qui sont, oui, pour aider les jeunes ou bien pour machin, si ce n'est que penser à eux-mêmes. Et tout ça, mais bon, je pense que c'est justement ce problème. Aujourd'hui, il y a un semblant d'association où ils disent que c'est l'association des footballeurs, mais je ne sais pas qui sont ces footballeurs qui se retrouvent dans ces associations, ce qu'ils font, ce qu'ils machin. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'aller vers les autres, d'aller vers des gens, des autres footballeurs et tout, peut-être d'essayer de réunir cette famille pour essayer franchement de faire des choses ensemble et faire tout, mais je pense que c'est pas le cas. Quand vous vous rendez compte au Cameroun que à chaque fois, c'est toujours les mêmes. J'ai l'impression, moi, au Cameroun, qu'il n'y a que les mêmes, qu'il n'y a que 5 ou 6 ou 10 footballeurs professionnels qui ont fait le football camerounais, qui sont les mêmes à chaque fois qu'on retrouve à gauche, qu'on retrouve à droite, qu'on retrouve machin. Non, on a des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont fait des choses pour le football camerounais. Ramener ces gens, qu'on essaye de créer vraiment une famille des anciens sportifs et de ceux qui vont arriver et tout ça. Dans tel cas, ils ont l'impression, mais je pense que les Camerounais, footballeurs camerounais aujourd'hui, les anciens et tout ça ne sont pas unis. Donc chacun va de son côté, il fait ce qu'il a à faire et tout, c'est tout. Chacun vit sa vie. Alphonse Jamy est sacré champion d'Afrique en 2017 avec l'équipe
en tant que team manager des Lions Indomptables. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Oui, quels souvenirs gardez-vous pour moi, en dépit des problèmes administratifs qui reviennent à chaque fois? Oui, je pense que j'avais été très content quand on m'avait nommé. Je pense que c'est sur la base, je redis encore, c'est sur la base des diplômes que j'avais fournis dans mon CV, les diplômes que j'avais été nommé team manager. Parce que moi, j'avais été surpris parce que quand on m'avait demandé, on m'avait contacté à cette époque-là pour me dire, OK, nous sommes au courant, on a appris que vous avez des diplômes en temps, vous avez fait des formations, si, ça. J'ai dit effectivement oui. Est-ce que vous pouvez fournir ces diplômes? Ok, j'ai fourni mon CV. Je pense que c'est sur la base de ce CV que j'avais été nommé team manager de l'équipe du Cameroun. Donc avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai accepté ce poste et puis j'ai essayé franchement de travailler, de tout donner, d'apporter ce que j'avais à faire. C'est vrai qu'en tant que team manager, on a eu des compétitions, on a eu l'épopée de 2015 où je pense que cette épopée m'a permis franchement de comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai vécu vraiment une très 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 belle expérience avec les joueurs. On n'a pas gagné certes, mais on avait à cette époque un effectif vraiment prêt pour aller jusqu'au bout de la compétition. Mais entre autres, et curieusement, à cette période, on n'avait pas de problème d'argent parce que le budget avait été débloqué très tôt. Oui. Nous, on avait eu le temps de tout organiser. Oui, on a eu le temps de tout organiser, de tout planifier. Et de l'argent, on avait. Je veux dire, contrairement à 2017 où on n'avait rien, où je vais revenir. Donc en 2015, on avait tout, le gouvernement avait tout fait à payer les primes de participation bien à l'avance. On avait de l'argent qu'on a transporté en Guinée équatoriale, on avait tout. Mais on a eu un problème au sein de l'équipe avec des joueurs qui avaient vraiment des problèmes d'ego. Et quand je revois encore cette compétition, ça me fait vraiment mal parce que je pense qu'on avait vraiment un effectif pour aller jusqu'au bout. Mais on s'est retrouvé dans une équipe avec des joueurs qui avaient des problèmes d'ego, qui n'étaient pas motivés pour tel ou tel, parce qu'il y a eu un problème de maillot, tel voulait le numéro 14, on l'a donné à tel. Il y a eu, et franchement, c'est très très délicat. Vous savez, j'ai géré une équipe nationale du Cameroun, il y a beaucoup de paramètres que si on ne prend pas en compte, franchement, on échoue immédiatement. Et puis, c'est une déception, c'est un peuple, c'est tout un pays qui est mal en point et tout. Donc, il faut vraiment avoir l'intelligence d'aller chercher chez les joueurs tous ces petits problèmes, dénicher ça et puis essayer de résoudre et tout. Donc je pense on a été éliminé très tôt dû à ces problèmes, des petits problèmes des joueurs entre eux, tous ces petits problèmes d'ego et tout ça. Mais moi, ça m'a plutôt servi pour travailler en 2017. Donc je pense que j'ai appris de l'expérience de 2015 pour qu'on puisse, nous, en 2017, parce que j'ai eu la chance de travailler aussi avec deux entraîneurs, l'allemand Finke, qui était vraiment quelqu'un de très bien, qui écoutait tout ça. Mais beaucoup plus, j'ai eu la chance de travailler avec monsieur comme Hugo Bros, qui vraiment sélectionneur à cette époque. Oui, qui est vraiment un grand monsieur, qui a vraiment écouté, qui a pris le temps d'écouter, de comprendre, de discuter, de comprendre comment, ce que c'est que le Cameroun, ce que c'est que les joueurs camerounais. Et puis je pense en fonction de ça, vraiment de ces discussions, de ces consultations qui l'ont permis vraiment de prendre des décisions qui, en 2017, nous ont permis d'être champions d'Afrique. Oui, effectivement. Alors, contrairement à 2015, en 2017, personne n'y croyait. En 2017, on n'avait ni argent, ni un effectif, oui, en termes d'organisation. Mais contrairement à ce que les gens pensent, c'est une compétition où on avait beaucoup travaillé. Et on avait très bien travaillé. Travailler parce que ce n'est pas en termes d'argent, c'est parce qu'on a eu beaucoup de temps pour pouvoir préparer. Oui, et avoir des joueurs qui ont pu travailler pendant 6 semaines. Oui, parce qu'on avait organisé de façon à ce que les premiers joueurs qui étaient dans les championnats des pays d'Afrique, des pays de l'Est, d'Europe de l'Est, où l'hiver est beaucoup plus rude, on leur a permis à ces joueurs de revenir très tôt. Et puis on a créé des sparring partenariats, on a des séances d'entraînement sur chaque semaine. À chaque semaine, il y avait un contingent qui rejoignait le groupe. Et vraiment, ça a permis de faire un travail. À partir de là, à partir de là, je pense qu'il y a des joueurs qu'on a pu détecter. Parce qu'il y avait des joueurs qui pensaient qu'ils étaient
déjà titulaires, qu'ils avaient une place déjà acquise. Et puis bon, on s'est dit non, c'est sûr ce qu'on devait voir sur le terrain. Parce qu'on dit 2017, 2015, on avait des joueurs qui jouaient dans les championnats majeurs, qui jouaient dans les grands championnats. On n'a plus rien fait parce qu'ils arrivaient, chacun avait des problèmes. J'ai la telle dernière un peu trop sûr de soi. J'avais ceci, j'ai machin truc. Donc, qui a complètement déstabilisé le groupe. Contrairement en 2017, nous sommes dit, avec l'entraîneur, on n'a pas des joueurs en ce moment qui jouent dans des championnats majeurs, je veux dire dans les championnats anglais, français, tout. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de trouver des joueurs qui sont capables de tout donner, c'est-à-dire que de vraiment de mourir pour nous, de mourir pour le Cameroun, de mourir pour le foot. Et on a allé joueur par joueur, on a fait le point, le tour de tous les présélectionnés, en essayant d'aller même au niveau, je veux dire privé, pour voir si est-ce que dans le groupe ils peuvent adhérer, est-ce qu'ils peuvent. C'est comme ça qu'on a pu constituer une équipe en 2017 pour pouvoir aller en poste. Il y a un joueur camerounais qu'on appelait Ndip També, oui, qui a joué, qui vraiment nous a beaucoup aidé en 2017. Lui, je pense qu'il jouait dans un petit pays de l'Est, en Lituanie ou en je sais pas quoi, je me rappelle plus. Et on l'a convoqué. Parce que lui, il avait terminé le championnat. Et on l'a convoqué, pourquoi ? Parce qu'il a fait la démarche de dire, ok, je peux, c'est vraiment, en toute honnêteté, il avait fait la démarche en disant, ok, je termine mon championnat. Il a écrit. J'ai demandé, ok, j'en ai parlé à l'entraîneur, on a dit, ok, on a besoin de joueurs en ce moment, de sparring partners, pour permettre aux joueurs qu'on espérait être titulaires à la Coupe d'Afrique des Nations, pour les permettre de faire des entraînements. Et ce garçon est venu en sélection. Ok, et on l'a présenté, on a fait le point, on a appelé son club, on a vu où il jouait, on a vu les derniers matchs qu'il avait fait et tout. On lui a donné l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais je vous assure que ce garçon, de la première séance d'entraînement, nous nous sommes dit, il ne laissait rien passer. J'ai dit qu'il donnait tout. À la première séance d'entraînement, nous nous sommes dit peut-être, oh, c'est le premier entraînement ou bien c'est la première semaine. Mais je vous assure que c'était organisé de façon à ce que la première semaine, c'est les entraîneurs Bellinga, les adjoints qui étaient là, qui dirigeaient les séances. On a remarqué ce garçon qui donnait tout pendant que les autres levaient le pied et tout ça. Donc, il donnait tout à chaque séance d'entraînement. La deuxième semaine, c'est l'adjoint de Hugo Bross qui était arrivé, qui a repris l'entraînement. Quatrième semaine, Hugo Bross lui-même est revenu. Et je vous assure que ce garçon a fait les mêmes séances d'entraînement depuis le premier jour jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'il a gagné une place pour aller à l'équipe nationale. Le fait de tout donner, d'avoir un bon mental, une bonne mentalité pour être avec le groupe et tout, machin, c'est comme ça qu'il a pu gagner une place. Et je pense que pour tous les autres joueurs, c'était ça. On a pu mettre en place une équipe des jeunes qui étaient capables de tout donner, d'être présents au moment où on avait besoin d'eux, de faire le boulot qu'on attendait d'eux et tout ça. Et puis on a pu discuter avec des joueurs comme Vincent Aboubakar, qui n'était pas facile aussi de laisser sur le banc de touche, mais on a discuté avec lui, avec eux, en leur faisant comprendre effectivement le bien on est de l'équipe, d'être avec l'équipe, d'avoir un seul groupe et d'être un seul homme. Donc je pense que c'est ça qui avait été vraiment la clé du succès de 2017. Ce qui vous a permis de nous ramener la coupe et oui, effectivement, je pense que c'était un très très beau souvenir. Très beau. Et j'espère qu'on va reproduire le même schéma. À domicile en plus. En plus, ouais. C'est ce que j'allais justement, j'allais arriver à cette question. Au regard de l'équipe en place, quel est votre pronostic par rapport à la CAN à venir ? Oui, je pense que l'équipe nationale regorge toujours de beaucoup de talent. Beaucoup de talent. L'équipe que je vois aujourd'hui, que j'ai vu jouer contre la Côte d'Ivoire, même si on n'arrive pas à s'accorder à être fluide dans le jeu sur le terrain, je pense qu'on a beaucoup de talent. Mais le problème maintenant, c'est de pouvoir trouver le mécanisme sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que l'équipe nationale est très très fragile. C'est-à-dire que gérer 23 joueurs, 23 humeurs, 23 talents, 23 manières différentes de réfléchir, de vivre, de faire des choses, c'est de trouver le juste milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des petits... il y a des astuces, oui, mais je veux dire, il y a des petits arguments, des petits frottements au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, il faut vivre ces expériences pour le savoir que
les joueurs ils vont s'asseoir à table, ils vont rigoler, mais ce sera pas ça, c'est simplement pour oui, machin. Mais ça, il faut être assez intelligent pour pouvoir comprendre que là, sur cette table, ils sont assis 24, mais il y a un souci. Il y a tel et tel, et ces petits problèmes d'ego nuisent à l'efficacité des joueurs sur le terrain. Donc, je veux dire, on a une très très belle équipe, on a des joueurs talentueux. Maintenant, il faut aller maintenant au niveau du mental, savoir si ces joueurs sont prêts mentalement de pouvoir faire le travail, de pouvoir aller jusqu'au bout, même avec les douleurs. Je veux dire, j'ai des joueurs comme Faye Collins qui, en 2017, avait des petits bobos avec un orteil, une fracture sur un orteil, mais qui faisait un strapping, mais qui jouait sur un terrain, ils allaient sur le terrain, ils jouaient, tu ne te rendais pas compte qu'ils avaient des bobos. Donc, c'est ces mentalités qu'il faut dans des compétitions comme ça. En plus, on a une Coupe d'Afrique au Cameroun, la pression sera beaucoup plus grande, et les joueurs, je pense qu'il faut travailler avec eux, discuter beaucoup, parce que pour être vrai, ces footballeurs, l'équipe nationale du Cameroun ne sont pas très à l'aise quand ils jouent au Cameroun. Domicile, ouais. Quand ils jouent au Cameroun, je veux dire, il y a ça, j'ai cette expérience. Oui. Donc, vous voyez, ils ont toujours tendance à apprécier le fait d'être en dehors de Yaoundé. Si vous voyez à Douala Japona, ils sont beaucoup plus contents de jouer à Japoma, de jouer à Limbe que d'être à Yaoundé. Il y a déjà cette pression psychologique qu'il faut commencer à gérer et puis discuter, trouver la formule avec, je ne sais pas si c'est le public, si c'est quoi, mais je pense qu'ils sont plus à l'aise en dehors du Cameroun qu'à l'aise au Cameroun. Et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Non, c'est de discuter avec les joueurs, parce que le véritable problème, c'est les joueurs, c'est de faire évacuer la pression. Oui, cette pression-là. Par exemple, c'est des joueurs professionnels qui jouent dans des grands championnats, qui jouent avec la pression des supporters dans les pays où ils sont. Donc au Cameroun, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent dans la tête que voilà, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur, c'est le voisin qui va insulter, c'est elle qui va machin, c'est cela. C'est ma maison qui peut partir en feu. Parce que je pense qu'en Europe, ils sont beaucoup plus libres parce que c'est des gens civilisés là-bas qui vont après le match, à la fin du match, ils vont s'énerver, insulter au stade et au sortie du stade. C'est certain. Mais généralement au Cameroun, on s'est dit on va retrouver, ça vous suit dans la rue, ça vous suit à domicile et tout. Donc je pense que cette pression, il faut évacuer et savoir que c'est une chance, franchement, pour nous aujourd'hui d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations qui sera une des plus belles parce que de mémoire, j'ai participé à des compétitions en tant que dirigeant, en tant que joueur. Je pense que les conditions dans lesquelles seront ces équipes les 24 pays qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ce sera des meilleures conditions que jamais on a fait, je pense, en Afrique Nord. J'ai fait plein de compétitions, on a tout. Donc maintenant, c'est cette opportunité qu'il faut saisir pour ne pas laisser partir du Cameroun avec le trophée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Merci Alphonse pour cet entretien exclusif. Un mot à l'endroit des Lions indomptables qui s'apprêtent justement à affronter cette grande compétition sur nos terres. Alors oui, simplement de dire à mes petits frères que ils ont une chance et c'est une grosse opportunité pour eux. Donc il faut qu'ils donnent tout vraiment pour apporter cette satisfaction déjà eux personnellement et puis au peuple camerounais. Je sais ce que c'est que remporter une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'est que ça représente pour les joueurs, pour le peuple camerounais et je pense que pour tout le monde aussi. On l'a fait en 2017, donc c'est ce challenge qu'on remet sur le tapis et je pense qu'ils sont prêts à relever ce défi et qu'ils le font. Voilà. Je souhaite vraiment à cette équipe nationale du Cameroun de faire vraiment un très bon tournoi et qu'on remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, monsieur. De rien, c'est avec plaisir d'être sur Radio Audace. Merci. C'était Makan avec le lion indomptable Alphonse Tchami sur les antennes de la 106.8 FM. Radio Audace, restez scotchés.